notre association Droit et Commerce, que je n'ai pas besoin de représenter. Et sans plus tarder, je passe la parole à Monsieur le Président Netter, président du tribunal de commerce de Paris, pour une présentation de l'intervenante et du sujet. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, j'ai le plaisir d'intervenir en introduction de ce colloque organisé par cette association que nous aimons tous, Droit et Commerce. Alors, bien sûr, nous aurions tous préféré, et moi le premier, qu'elle se tienne au tribunal, mais les circonstances étant ce qu'elles sont, nous poursuivons nos travaux sous la forme de visioconférence, ce qui est beaucoup mieux que rien. Il me revient d'évoquer le sujet qui va être traité ce soir, la rémunération du dirigeant et des points de vue dynamiques sur cette question. Alors, ce thème est à vrai dire très vaste. Si l'on considère d'abord qu'il n'y a pas un seul statut de dirigeant, mais de multiples statuts, est-il mandataire social ou non, exécutif ou non, dirigeant associé ou non, dirigeant salarié ou non, je pourrais multiplier encore les différentes hypothèses, mais ce sera plutôt fait par notre intervenante. Ensuite, quel type de société il dirige? Une TPE, une PME, une ETI, une grande structure. Je rappelle au demeurant que notre dirigeant a beaucoup plus de chances d'être dans le camp des sociétés petites que dans le camp des sociétés grandes. En effet, un chiffre, il y a en France, vous le savez tous, 2 350 000 entreprises et sur celles-ci, 27 200 seulement emploient plus de 50 salariés, c'est-à-dire 1,15%. Autrement dit, nous avons un écart considérable entre l'actualité médiatique, qui concerne évidemment et le plus souvent les sociétés cotées, et la réalité juridique, qui est d'abord constituée de litiges concernant les petites entreprises. S'agissant de la rémunération, les questions les plus fréquentes concernent évidemment qui la décide, et donc les modalités de cette détermination. Et puis, y a-t-il un risque relatif à cette rémunération? Et quand on parle de risque, le plus souvent, on parle de risque relatif à son montant. Alors, cette dernière question, on peut le remarquer, n'existait pas il y a quelques dizaines d'années. Aujourd'hui, elle se pose car la sensibilité du corps social a évolué, sans parler, bien sûr, de l'évolution récente du contexte économique et de ses difficultés. Alors, pour traiter ce sujet, nous avons le plaisir de pouvoir entendre une personne particulièrement compétente. Je veux parler de Madame Grossi. Je rappelle, s'il en est besoin, que Madame Grossi est maître de conférence à l'Université d'Aix-Marseille. Elle est directrice du Master 2 en ingénierie des sociétés et aussi directrice de l'Institut du droit des affaires. En dehors des cours ainsi dispensés, Madame Grossi est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages et articles relatifs principalement au droit des sociétés et souvent aux questions concernant le dirigeant. Je remercie donc vivement Madame Grossi d'avoir accepté d'intervenir ce soir et nous allons l'écouter avec beaucoup d'intérêt. Je rappelle aussi que cette écoute est dynamique, que vous qui en ce moment suivez cette conférence, vous pouvez tout au long de celle-ci poser des questions via le canal Q&R qui est en bas de votre écran et qu'il sera répondu à ces questions en fin d'intervention. Ces questions vont être examinées par Maître Brunet et Maître Courtillet, avocats respectivement au barreau de Toulouse et de Lyon. Enfin, pour fixer tout dès le départ, nous avons environ 1 heure d'intervention, 1 demi-heure de questions, donc nous allons terminer à 18h30. Voilà, je vous remercie. Monsieur le Président, je vous rends la parole. Je la repasse sans plus attendre à l'intervention tout à fait attendue d'Isabelle Grossi. Merci. Merci, messieurs les présidents. Merci, monsieur le président Netter, de cette élogieuse présentation. J'espère ne pas décevoir les attentes. Merci à monsieur le bâtonnier Marc Lenglet, président de l'association Droit et Commerce, d'avoir choisi ce thème qui m'est cher et d'avoir pensé à moi. Donc, je vous remercie.
et également d'avoir envisagé cet aspect du droit des sociétés sous l'angle dynamique, puisque vous-même, vous êtes extrêmement dynamique dans vos implications au sein de l'association Droit et Commerce. Je remercie donc Maître Brunet et Maître Courtillier qui vont collaborer avec moi dans le cadre des questions-réponses d'ici 1 heure. Alors, sans plus attendre, je souhaiterais vous indiquer à titre liminaire que, comme le précisait le président Notaire, si la question de la rémunération concerne de manière médiatique la problématique des sociétés cotées, en réalité, c'est une question qui intéresse vivement et principalement les sociétés qui ne le sont pas. C'est pourquoi l'essentiel de mes propos seront consacrés aux sociétés non cotées, même si, bien évidemment, pour être exhaustive, il convient d'envisager des modifications textuelles, principalement en matière de sociétés cotées. Alors, je vais me permettre d'emblée de partager des slides afin que vous puissiez tous suivre avec moi. Alors, est-ce que ça marche? Voilà. Alors, je reprends donc le point de vue dynamique sur la rémunération des dirigeants sociaux. En fait, en réalité, c'est plutôt la question de les rémunérations des dirigeants. Car en effet, le président Netter a bien indiqué qu'il existait différentes façons de parler du dirigeant, et on va le voir à titre liminaire, car la qualification de dirigeant, finalement, conditionne toutes les règles que l'on va envisager sous le double angle de la compétence dans le cadre de la détermination de cette rémunération et sur le risque encouru en matière de détermination de la rémunération. Donc, à titre liminaire, permettez-moi d'envisager avec vous tout d'abord la notion de dirigeant qui va être envisagée par nous. Alors, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que le slide fonctionne? Alors, quel dirigeant? Alors, voici la première question liminaire qui va conditionner en définitive toutes nos réflexions ultérieures, et notamment quant à la réglementation des rémunérations des dirigeants. En effet, aujourd'hui, on évoque les dirigeants sous différents angles, sous l'angle des mandataires sociaux, sous l'angle des dirigeants mandataires sociaux exécutifs, non exécutifs, et il est difficile d'appréhender cette notion. La jurisprudence a une position plutôt réductrice, notamment en ce qui concerne les relations entre la société et le gérant, puisque dans un arrêt de la Chambre commerciale du 18 septembre 2019, la Cour de cassation a eu l'occasion de dire que les règles du Code civil relatives au mandat ne s'appliquaient pas dans les relations entretenues entre le gérant et la société. Donc déjà, on ne peut pas utiliser ces règles sur le mandat, si bien qu'on ne peut pas qualifier l'intéressé de mandataire d'une manière générale à tout le moins. En ce qui concerne le code AFEP-MEDEF relatif au gouvernement d'entreprises et sociétés cotées, là encore, nous avons d'autres appellations qui intègrent une certaine complexité dans l'approche de la notion de dirigeants sociaux. Dirigeants mandataires socio-exécutifs, dirigeants mandataires sociaux non exécutifs et mandataires sociaux non exécutifs. Il y a de quoi en perdre son latin. Que recouvrent ces appellations? Eh bien, on peut dire que pour les dirigeants mandataires sociaux exécutifs, cela concerne le président, directeur général, les directeurs généraux, le président du directoire, les membres du directoire. En ce qui concerne les mandataires sociaux non exécutifs, cela va concerner le président du conseil d'administration, le président du conseil de surveillance, et pour finir, les mandataires sociaux non exécutifs concernent les membres du conseil d'administration et les membres du conseil de surveillance. Là, deux notions qui donnent lieu à deux approches différentes en réalité par notre jurisprudence, car
si le code AFEP-MEDEF inclut dans le cadre de l'encadrement de la rémunération des dits dirigeants, les administrateurs et surtout les membres du conseil de surveillance, eh bien, ces deux personnages n'ont pas la même qualification juridique par notre Cour de cassation. En effet, les administrateurs, depuis quelques années déjà, et notamment à travers l'arrêt de la Chambre commerciale du 31 mai 2011, relèvent de la qualification des dirigeants de droit. En revanche, les membres du conseil de surveillance, et depuis un arrêt du 12 juillet 2005, rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, ne sont pas des dirigeants de droit. Alors, il est vrai qu'à contrario, ils peuvent être des dirigeants de fait, mais pour la Cour de cassation, ils ne sont pas dirigeants de droit, en conséquence de quoi les règles relatives à la restriction des droits, voire aux sanctions en matière de procédure collective, ne s'appliquent pas aux membres du conseil de surveillance. Et c'est d'ailleurs ce qu'a eu l'occasion de dire la Cour de cassation dans un arrêt plus récent, en date du 8 janvier 2020, à propos d'un dirigeant qui avait été frappé d'une interdiction de gérer, l'article 653-8 du Code de commerce, pour 3 ans. Et ce même dirigeant avait un mandat de conseil de surveillance, de membre du conseil de surveillance, et face à la réticence du juge commis à la surveillance du RCS, avait été dans l'obligation de se démettre de ce mandat de conseil de surveillance, de membre de conseil de surveillance. Le juge commis à la surveillance oblige l'intéressé à se démettre de ce mandat de membre de conseil de surveillance, suivi en cela par la Cour d'appel, laquelle Cour d'appel a été censurée par la Cour de cassation, car si les membres du conseil de surveillance disposent de fonctions de contrôle, en revanche, ils ne disposent pas de pouvoir de direction. L'intéressé n'avait donc pas à se démettre de son mandat de membre du conseil de surveillance. La question se pose également à propos des dirigeants de SAS, puisque vous le savez, les dirigeants de SAS ont une double nature. Soit ils sont véritablement considérés comme étant des dirigeants dits légaux, parce que visés par l'article 227-6 du Code de commerce, que sont le président de la SAS, le ou les directeurs généraux et directeurs généraux délégués. Donc, nul questionnement à propos de ces personnes qui sont, à n'en pas douter, des dirigeants de droit de la société par action simplifiée. En revanche, on le sait, la liberté contractuelle qui caractérise la SAS autorise les statuts à créer, soit par un copier-coller avec d'autres sociétés telles que la SA la plupart du temps, soit à créer une catégorie un peu sui generis de dirigeants qualifiés de dirigeants statutaires. Et là, la question se pose de savoir si ces dirigeants un peu inédits ou copier-coller avec d'autres formes sociétaires, ces personnes sont véritablement dirigeantes. La problématique, c'est celle de la qualification utilisée, parce que justement, on vient de le voir en matière de SA, les membres du conseil de surveillance ne sont pas, pour la Cour de cassation, des dirigeants de droit. Qu'en est-il pour les membres du conseil de surveillance d'une SAS ou les membres d'un autre organe appelé comité de surveillance dans les SAS? Alors, la Cour d'appel de Paris a eu l'occasion de se prononcer sur ces deux appellations, que sont le comité de surveillance pour l'arrêt du 20 juin 2013 et le comité de surveillance pour l'arrêt du 23 février 2016. Et dans ces deux affaires, la Cour d'appel de Paris, pour qualifier les intéressés de dirigeants et leur appliquer donc les règles éligibles de la qualification de dirigeants, eh bien, ne s'est pas intéressé à la qualification des statuts, mais bel et bien au pouvoir qui était attribué à ces personnes par les statuts. Dans l'arrêt de 2013, il s'agissait de pouvoir en réalité conférer au président du conseil d'administration d'une SA classique et aux membres du conseil d'administration d'une SA classique. Et pour l'arrêt de 2016, il se trouve que les membres du comité de surveillance avaient des pouvoirs d'autoriser l'action du dirigeant exécutif au-delà de 15 000 €, etc. Donc, si bien que la Cour d'appel de Paris a considéré qu'il s'agissait de réels pouvoirs de dirigeants.
Donc, vous le voyez, on a des appellations différentes, mais ce qui prime, c'est finalement la réalité des pouvoirs des intéressés. Alors, concernant ces dirigeants, nous venons d'envisager la notion. Qu'en est-il de leur rémunération? Alors, déjà, une première idée qui distingue le dirigeant de la qualité de salarié, c'est que le dirigeant n'est pas nécessairement rémunéré. La qualité de dirigeant ne confère pas ipso facto un droit à rémunération. Alors, bien souvent d'ailleurs, en pratique, lorsque l'on constitue une société, il n'est pas rare de voir des fondateurs qui vont devenir dirigeants renoncer un temps à la rémunération pour diverses raisons, pour faire en sorte que le mandat sur le terrain des cotisations sociales soit véritablement gratuit et embrasser une forme sociétaire qui fait entrer dans la catégorie des travailleurs salariés, par exemple le président d'une SA, d'une société anonyme, du conseil d'administration d'une société anonyme ou le président de la SAS. Donc, certes, on va emprunter ce type de société pour avoir la qualification de travailleur salarié. Pour d'autres sociétés comme un gérant majoritaire ou associé unique d'une SARL, eh bien là, nous aurons la qualité de travailleur indépendant, non salarié. Et en fonction de cette qualification, ça va être peut-être plus intéressant de ne pas avoir du tout de rémunération pour éviter les inconvénients de chaque régime. C'est pourquoi on a des cas dans lesquels la rémunération des dirigeants ne sera pas envisagée automatiquement. Et cette gratuité doit entraîner une double vérification, une double vigilance plutôt. En effet, première vigilance, c'est qu'il est préférable quand même que cette gratuité soit inscrite soit dans les statuts, soit par acte séparé pour éviter toute contestation future. Seconde vigilance, c'est que l'absence de rémunération ne signifie pas l'absence de responsabilité. Les fonctions gratuites n'entraînent pas l'immunité du dirigeant. On pourra l'envisager ultérieurement. Alors, également, des rémunérations des dirigeants, il y en a de différentes expressions. On a des rémunérations principales qui sont fixes ou variables, fixes et variables, et on a toute une autre catégorie de rémunération. Je vais simplifier parce que le temps est compté. Il n'est même pas possible d'envisager dans le détail toutes ces rémunérations de tous ces dirigeants. On verra sous le prisme de l'activité textuelle et jurisprudentielle les principales questions qui se posent à propos des principales rémunérations des principaux dirigeants de société. En ce qui concerne cette rémunération qui n'est pas la rémunération principale, on peut, comme vous pouvez l'observer sur le slide, envisager ces rémunérations comme étant des avantages annexes, des suppléments de rémunération qui peuvent être octroyés dès l'entrée de l'intéressé aux missions managériales ou à la fin de ces missions managériales, telles que les parachutes dorés, les retraites chapeaux, ou les contreparties pécuniaires de clauses de non-concurrence. Ces rémunérations différées peuvent être aussi liées à un accès au capital, telles que les actions gratuites, les options d'achat ou de souscription d'actions, et aussi ce que l'on appelle les bons de souscripteurs de parts de création d'entreprise, les BSPCE, qui sont désormais accessibles à de nouvelles personnes. Et précisément, cette ouverture à des dirigeants à de nouvelles rémunérations me permet d'envisager avec vous, à titre liminaire, les principales modifications textuelles en ce qui concerne la rémunération des dirigeants de société. Alors, en effet, la loi est intervenue sur les différentes rémunérations, de même que la jurisprudence. Elle le fait, la loi, davantage sur les sociétés qui sont très organisées, très hiérarchisées, que sont les sociétés anonymes. Elle le fait dans les sociétés anonymes d'une manière générale, elle le fait tout particulièrement dans les sociétés anonymes dites cotées. Elle le fait donc dans les sociétés anonymes de dite générale, sans distinction de la cotation des titres, de manière distincte.
Parfois, il ne s'agit que de modifications d'ordre formel et d'autres fois, elle le fait de manière substantielle. De manière formelle, la notion de jeton de présence a disparu des codes qui faisaient référence, tels que principalement le code de commerce, le code monétaire et financier ou le code général des impôts, pour supprimer un cliché qui conduisait à considérer que les administrateurs finalement siégeaient au conseil d'administration pour toucher des jetons de présence. C'était une appellation assez obsolète qui ne traduisait pas non plus la prévision textuelle puisque le texte n'exigeait pas une certaine assiduité pour la rémunération des administrateurs. La loi Pacte du 22 mai 2019 intervient de manière plus substantielle à propos de la rémunération des administrateurs et également des organes statutaires équivalents en matière de SAS à travers les bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises, BSPCE, qui ont été ouverts par la loi Pacte aux administrateurs et aux organes statutaires équivalents dans les SAS. Alors, c'est une rémunération qui est intéressante de part et d'autre. Elle est intéressante de part et d'autre. Alors, elle est bien connue dans l'écosystème des startups, avec notamment les sociétés dites tech en biotechnologie, biotech et de santé medtech, qui finalement n'autorisaient pas ces startups, avant la loi Pacte, à attirer les administrateurs compétents et les membres des SAS compétents parce qu'elles n'avaient pas suffisamment de moyens financiers. Alors, une pratique se faisait qui a été pointée du doigt par l'AMF, qui était d'offrir à ses destinataires des bons de souscription d'actions gratuites, ce qui n'était pas conforme aux règles. C'est pourquoi aujourd'hui, on autorise à émettre ces bons de souscription de parts de créateurs d'entreprises de manière gratuite par les sociétés start-up en général, qui par ce biais constituera une attraction de personnes particulièrement compétentes afin de les fidéliser et afin de les intéresser, de les motiver, puisqu'il y aura un intérêt convergent entre la société et le bénéficiaire de ces bons, puisque l'idée, c'est de permettre aux bénéficiaires de ces bons de souscrire à terme à des actions à un prix nettement préférentiel. Donc, une rémunération qui est diversifiée et beaucoup plus intéressante depuis la loi Pacte. Alors, la loi Pacte a également modifié la rémunération des dirigeants de sociétés en crise, question que nous aurons sûrement l'occasion d'évoquer lors de la demi-heure qui nous sera octroyée pour les questions-réponses. Ici, avant la loi Pacte, avant la loi du 22 mai 2019, le principe, c'est que lorsque la société était en redressement judiciaire, eh bien, la rémunération du dirigeant de société débitrice placée en redressement judiciaire était fixée par le juge-commissaire. Alors, c'était une règle qui était assez ancienne parce qu'elle datait de la loi du 13 juillet 1967 et, outre cela, elle ne reflétait plus la réalité car en matière de redressement judiciaire, le débiteur, alors en l'occurrence personne morale, donc le dirigeant, était parfois assez actif dans la mesure où il n'était pas toujours suppléé par un organe de la procédure. Si bien que le fait de geler la rémunération du dirigeant dès l'ouverture d'un redressement judiciaire et de conditionner cette rémunération à la décision du juge commissaire était apparu assez vexatoire et humiliant. Et c'est la raison pour laquelle la loi Pacte est venue renverser le principe, puisqu'aujourd'hui, on peut le lire, l'article L 631-1 du Code de commerce dispose que la rémunération est maintenue, sauf décision contraire du juge commissaire sur demande. Finalement, il y aura donc une collaboration sur demande de l'administrateur judiciaire, et les travaux parlementaires ont rajouté, après avis du Conseil d'État,
qu'il fallait prévoir d'autres personnes, parce que l'administrateur judiciaire n'est pas toujours présent en matière de redressement judiciaire, que sont le mandataire judiciaire et le ministère public. Il faut savoir aussi qu'en matière de liquidation judiciaire, cette fois-ci, la loi Pacte est intervenue pour prévoir que, et c'est l'article 641-1 du Code de commerce, la règle est que, c'est l'inverse de celle précédemment évoquée, que c'est le juge commissaire qui va fixer la rémunération avec la poursuite de l'activité. Sur le fondement de la loi Pacte, et pour transposer la directive du 17 mai 2017, concernant les engagements à long terme des actionnaires, nous avons deux textes un peu plus récents qui sont venus encadrer la rémunération des dirigeants de sociétés dont les actions sont négociées sur un marché réglementé. Ces deux textes ont la même date. Il s'agit d'une ordonnance et d'un décret du 27 novembre 2019 qu'on détaillera ultérieurement. Pour continuer, quasiment terminer sur l'introduction relative à l'actualité textuelle, nous allons nous interroger, et peut-être aussi dans le cadre des questions-réponses, sur l'incidence de la crise sanitaire sur la détermination et le risque encouru en matière de rémunération. Mais avant cela, au regard de l'actualité textuelle, on peut se demander si, compte tenu de la crise sanitaire et de la multiplication de ces ordonnances suite à la loi sur l'urgence sanitaire, est-ce que ces ordonnances nous impactent la question de la rémunération? Alors, il y a deux ordonnances qui seraient susceptibles d'intéresser le droit des sociétés, celle numéro 318 qui concerne le différé de l'établissement des comptes et celle numéro 321 concernant l'aménagement de l'établissement des comptes. Alors, on a autorisé, et je pense qu'on va peut-être encore le faire, la réunion des assemblées générales et des organes directoriaux à distance. On prolonge la durée, je schématise, de 3 mois pour convoquer et approuver l'assemblée générale pour l'approbation des comptes, justement. Est-ce que ça a véritablement aujourd'hui un impact sur la rémunération? Les assemblées générales concernées envisagent une rémunération qui concernait l'exercice de 2019. Donc, a priori, ça ne devrait pas être impacté. Le rapport de gestion, en revanche, quant à lui, doit informer sur les événements marquants passés et à venir. Là, pour le coup, la crise sanitaire sera notée. Pour finir sur l'ensemble de ces textes, nous avons une dernière ordonnance du 16 septembre 2020 qui a pour objectif de simplifier les réglementations en droit des sociétés en distinguant, afin d'éviter de brouiller les règles de droit commun des sociétés, en distinguant le droit commun des sociétés du droit spécial des sociétés, en quelque sorte coté, c'est-à-dire les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation. Alors aujourd'hui, l'ordonnance entraîne l'abrogation d'un nombre important de textes du droit du Code de commerce, livre 2. C'est la raison pour laquelle dans les différents slides, vous pourrez observer que les textes que je cite sont abrogés. Ils vont l'être à compter du 1er janvier 2021 et bien évidemment, d'ici là, un décret sera adopté. Alors, Monsieur le Président Netter l'indiquait dans ses propos introductifs, principalement deux questions se posent à propos de la rémunération des dirigeants de société. Encore une fois, au regard des modifications textuelles et jurisprudentielles récentes. Qui détermine la rémunération d'une part et quels sont les risques encourus? Alors là aussi, des règles sont différentes selon que la société a ses actions admises sur un marché réglementé ou pas. Alors, le temps presse, c'est la raison pour laquelle je ne vais pas détailler ces règles simplement. Je vais vous informer que
ces règles relatives à la rémunération des dirigeants de sociétés, alors dites cotées, hein, c'est-à-dire dont les actions sont admises sur un marché réglementé, ces règles ont été affinées et nettement modifiées par la loi Sapin II en date du 9 décembre 2016, qui a intégré de manière contraignante la règle dite du say on pay, c'est-à-dire la règle de l'approbation des rémunérations, des principes et critères de détermination, répartition et d'attribution de la rémunération générale et particulière des dirigeants de société, avec l'instauration d'un vote N-1 ex ante et d'un vote N ex post. Il se trouve que la loi Sapin II ne transposait pas de manière exhaustive la directive du 17 mai 2017, ce qui fut fait grâce à la loi Pacte, à travers l'ordonnance du 27 novembre 2019, complétée par le décret du même jour. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, alors on va essayer de simplifier les règles, on va le voir dans un résumé, mais on conserve toujours ce double vote ex ante ex post, avec une réflexion désormais non plus sur les principes et critères, mais sur la politique de rémunération dans son établissement, dans son adoption et dans son approbation. Alors, j'avais préparé différents slides qui me permettent d'envisager avec vous le détail de la réglementation en la matière. Je vous les présente. Simplement, comme le temps presse, je vais peut-être résumer et aller presque directement sur ce qu'il faudra retenir. L'idée, c'est qu'on a toujours l'intervention du conseil d'administration ou conseil de surveillance ou associé commandité, parce qu'on va le voir désormais depuis l'ordonnance de 2019, les SCA, les sociétés en commandite par action, sont intégrées dans le dispositif. On va avoir donc une proposition qui va être faite par le conseil, je schématise, avec une présentation assez claire, compréhensible, au sein d'un rapport dit sur le gouvernement d'entreprise, avec toujours une ambition qui figure depuis la loi Pacte dans l'article 1833 du Code civil, qui est celle d'agir conformément à l'intérêt social, dans le cas d'une pérennisation de l'activité sociétaire, avec finalement un objectif qui était celui de la directive du 17 mai 2017, d'un engagement à long terme des actionnaires. Lesquels actionnaires vont devoir voter donc avant l'attribution de la rémunération sur cette politique de rémunération. Je précise que aujourd'hui, grâce à l'ordonnance du 27 novembre 2019, eh bien, il y a un régime exclusif de ce vote ex ante qui exclut la réglementation en matière de conventions réglementées et des super conventions réglementées, puisque avant l'ordonnance de 2019, on se questionnait sur, et c'était vraiment très complexe, sur l'articulation entre les règles concernant les parachutes dorés, les pensions de retraite, les contreparties pécuniaires en matière de clause de non-concurrence, qui est relevé pour les deux premières d'une procédure de super convention réglementée et pour la dernière d'une procédure des conventions réglementées. Comment articuler ces textes qui ont été abrogés depuis avec la procédure adoptée par la loi Sapin II du vote ex ante et du vote ex post. Donc, on a eu beaucoup d'interrogations et pour simplifier tout ça, l'ordonnance a exclu l'application des super conventions réglementées et conventions réglementées à toutes ces rémunérations qui sont désormais réglementées par ce vote contraignant ex ante et ensuite ex post. Alors, en ce qui concerne le reste du slide, je vais l'évoquer ultérieurement parce que c'est relatif au risque encouru par la détermination de la rémunération. Alors, concernant le vote ex post, il est maintenu, bien évidemment, mais il a été enrichi. Il a été enrichi d'un volet, puisque désormais, ce vote ex post se compose de deux volets. Il se compose de deux volets. Le premier volet va porter sur les informations
relative aux rémunérations de l'ensemble des dirigeants sociaux, dans lequel nous avons des informations bien précises figurant dans le décret et la partie réglementaire du Code de commerce, tels que les ratios entre les rémunérations des dirigeants et les salariés. Il se trouve que, bien évidemment, s'il y a approbation de l'Assemblée générale, la question ne se pose pas. En revanche, la question se pose si l'Assemblée générale n'approuve pas le projet de résolution et si le Conseil va devoir réviser ce projet et la somme allouée sera suspendue. Et ensuite, après relecture d'un second projet, s'il y a encore des approbations, la somme suspendue ne sera pas versée. Second volet qui existait déjà, et c'est toujours le cas, on va voter, l'Assemblée générale statuera sur les rémunérations individuelles de chaque mandataire social, avec cette particularité qui est maintenue et qui date de la loi Sapin II, qui est que pour ce qui concerne exclusivement les éléments variables et exceptionnels, ce qui ne sera pas approuvé ex post par l'Assemblée ne sera pas versé. Qu'en est-il? Alors, c'est un résumé de ce que je viens de vous dire. Simplement, je voulais rajouter, parce qu'en définitive, je ne veux pas répéter, je voulais vous rajouter que désormais, et c'est la dernière phrase du slide, les indemnités correspondant à une clause de non-concurrence ne peuvent être versées dans le cas où le dirigeant bénéficiaire demande à faire valoir ses droits à la retraite. C'est une réglementation, on va le voir, assez tatillonne qui concerne les SA et plus particulièrement les SA cotés. Aucune réglementation, en revanche, ne concerne la rémunération des dirigeants de SARL, pas plus qu'en matière de SAS d'ailleurs. C'est la jurisprudence qui est venue pallier ce mutisme textuel pour préciser certaines règles qui, pour certaines, demeurent bien ancrées, pour d'autres, évoluent. Alors, pour ce qui concerne, dans un premier temps, les arrêts qui figurent dans le slide, ils envisagent l'ASARL et l'EURL. Alors, pour les deux premiers arrêts, cela concerne une société avec un seul associé. Le premier arrêt nous indique que, et ce n'est que la reprise d'un texte, que la rémunération fait l'objet, alors non pas d'une délibération, puisqu'il n'y a qu'un associé, mais d'une décision. Et que l'article 223-31 du Code de commerce impose que les décisions figurent dans un registre. Donc, l'arrêt du 25 septembre 2012 fait une application assez stricte de cette règle formelle, puisque la conséquence, on le verra, a été la nullité de la rémunération. Il se trouve qu'une autre question a été posée dans un arrêt plus récent, en date du 9 janvier 2019, et qui a une approche bien plus libérale, on le verra dans le cadre des risques encourus. Et sur le terrain formel, cette fois-ci, dans la prise de la décision, il est indiqué dans cet arrêt du 9 janvier 2019 qu'il est tout à fait possible d'avoir une décision ex post, si on reprend la formulation du droit des sociétés cotées, c'est-à-dire une décision de l'associé unique après le versement de la rémunération. Bien évidemment, si les prévisions statutaires ne s'y opposent pas. Alors, c'est un petit peu la même idée que l'on retrouve en matière de rémunération des dirigeants en matière de sociétés à responsabilité limitée avec plusieurs associés. Quelques règles importantes. Une règle qui est récurrente, c'est celle qui figure dans l'arrêt notamment du 25 septembre 2012. La rémunération, puisqu'elle n'est pas prévue par le législateur, doit soit figurer dans les statuts, ou à défaut être précisée par la collectivité des associés. C'est une règle qui est en permanence réitérée. Autre règle intéressante, en pratique aussi, qui est consacrée par un arrêt de principe en date du 4 mai 2010, c'est que, et c'est une question qui se posait, c'est que la rémunération, alors je parle de la rémunération principale du gérant de SARL ne relève pas de la procédure des conventions réglementées, si bien que le gérant a la possibilité de voter sa propre rémunération. Alors on verra qu'il existe des garde-fous,
par exemple l'abus de majorité, l'abus de biens sociaux, voire la banqueroute. En ce qui concerne toujours la rémunération du gérant de SARL, nous avons un arrêt du 18 décembre 2019 qui se prononce dans le même sens à propos de l'URL que l'arrêt du 9 janvier 2019. Eh bien, dans la mesure où les statuts ne s'y opposent pas, il est tout à fait possible que l'Assemblée générale décide, se prononce par un vote a posteriori, c'est-à-dire une fois la rémunération versée. In fine, la décision relative à la rémunération peut être prise a posteriori, SARL comme URL, dès lors que les prévisions statutaires sont respectées. Qu'en est-il en matière de rémunération de SAS? Toujours la même idée, grande liberté statutaire, aucun texte n'interfère et ne prévoit la question. Deux arrêts sont assez intéressants. Le premier concerne une SAS, le second concerne une SAS avec un associé unique. L'arrêt du 4 novembre 2014 indique, je schématise, que dans la mesure où les statuts confèrent à l'Assemblée générale des actionnaires le pouvoir de déterminer la rémunération du président de la SAS, eh bien, nul besoin de passer par la procédure des conventions réglementées. Parce que la motivation de la dite procédure est d'informer les actionnaires. Or, si on leur confère le pouvoir de déterminer la rémunération, la motivation de l'application de la procédure des conventions réglementées n'a plus lieu d'être. En ce qui concerne cette fois-ci la SASU, la Société par action simplifiée unipersonnelle, eh bien là, cet arrêt du 17 décembre 2013 nous intéresse en ce qu'il vient nous rappeler que le juge ne saurait se substituer à l'organe qui a la compétence de déterminer la rémunération du dirigeant de la SAS, puisqu'ici, c'était une société dont les statuts prévoyaient que la rémunération du président était déterminée par l'associé unique ou les associés en cas de pluralité d'associés. Un conflit est né. Le président a demandé, a invité l'associé à se prononcer sur sa rémunération, qui était envisagée par les statuts, lequel associé unique a refusé, un litige, une médiation qui a échoué, à la suite de quoi l'associé unique, dans une décision du 1er février 2010, fixe la rémunération à 10 000 € du président, lequel président, insatisfait, saisit à nouveau les juges pour indiquer que dans la mesure où l'associé unique avait refusé de se prononcer sur sa rémunération, ce refus transférait sur la tête des magistrats le pouvoir de déterminer la rémunération des dirigeants, et en l'occurrence la sienne. Cette argumentation a été rejetée par la Cour d'appel, qui estimait que la décision était régulière et ne comportait aucun abus, et suivie par la Cour de cassation. Alors, justement, on parle d'abus, on parle de régularité. Quels sont les risques encourus par les rémunérations ainsi déterminées? Deux catégories de risques peuvent frapper, d'une part, l'acte lui-même, la décision ou la délibération, et d'autre part, la personne, ou en tout cas son patrimoine. La personne peut être, dans le cas d'un délit, en tout cas, à tout le moins son patrimoine, dans le cas d'une responsabilité. Tout d'abord, le risque encouru, cette fois-ci, par l'acte, la convention, l'acte unilatéral, la décision ou la délibération. Qu'en est-il pour les différents types de sociétés? Alors, pour ce qui concerne la rémunération des SARL-EURL, on l'a vu tout à l'heure, le cas de la rémunération principale, dans ces deux formes, il n'y a plus véritablement de risque en ce qui concerne la formalisation a posteriori, c'est-à-dire un vote ex post de l'Assemblée ou de l'associé unique, 9 janvier 2019, 18 décembre 2019. Cela étant dit, il faut quand même être vigilant, car le dirigeant qui va se verser une rémunération en amont n'est pas certain toutefois
que l'associé unique ou que les associés, s'il n'est pas majoritaire, confortent sa rémunération. Le risque existe, y compris pour les dirigeants majoritaires, en cas de cession des titres. Et d'ailleurs, dans l'arrêt du 25 septembre 2012, c'était un acquéreur des parts sociales de l'URL qui avait contesté a posteriori la rémunération du gérant qui n'avait pas figuré dans le registre spécial. Donc, il paraît prudent pour le gérant de bénéficier d'une décision antérieure, même si une décision postérieure est tout à fait concevable. Alors, justement, en ce qui concerne le URL, un risque de nullité était encouru et a été consacré par l'arrêt du 25 septembre 2012, c'était celui de ne pas faire figurer la décision de l'associé unique sur le registre des décisions prévues à cet effet par l'article 223-31. Alors, la Cour de cassation, dans l'arrêt du 9 janvier 2019, n'a pas opéré revirement de jurisprudence, mais est venue avoir une approche assez permissive dans la mesure où elle indique, et c'est ce que dispose le texte d'ailleurs, mais avec une approche beaucoup plus permissive pour le dirigeant, c'est qu'en l'occurrence, la décision de l'associé unique ne figurait pas sur le dit registre et pour autant, les juges du fond, dans le cadre de leur pouvoir souverain, n'ont pas annulé la décision de la rémunération dans la mesure aussi, alors d'abord parce que ce n'est qu'une faculté pour le juge d'annuler, et ensuite parce qu'en l'occurrence, la rémunération n'était pas excessive. Alors précisément, c'est bien souvent l'excès de la rémunération qui va entraîner la remise en cause de cette dernière, tout particulièrement lorsqu'elle est décidée par l'Assemblée. Alors, ce slide concerne les rémunérations adoptées par l'Assemblée en général, qui peut concerner aussi bien l'Assemblée de SA cotée, l'Assemblée de SA non cotée, l'Assemblée des SARL, l'Assemblée de SAS, pour ne parler que des principales sociétés. Alors, le risque en espèces, c'est un risque lié à l'abus de majorité. Alors, il est vrai que la Cour de cassation a une adopte assez restrictive des trois conditions de l'abus de majorité, que sont d'une part l'acte contraire à l'intérêt social, d'autre part poursuivre l'intérêt des majoritaires, au détriment, troisièmement, des minoritaires, avec une rupture d'égalité. Toutefois, nous avons un arrêt assez intéressant qui date du 15 janvier 2020 et qui illustre la caractérisation, en tout cas le reproche fait par la Cour de cassation à la Cour d'appel qui n'avait pas caractérisé les éléments constitutifs de l'abus de majorité, puisqu'ici, les motifs de la Cour d'appel ont été considérés comme impropres à exclure que la décision ait été prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique but de favoriser les intérêts des deux associés co-gérants, dans la mesure où, ici, la rémunération moyenne par gérant était passée de 28 000 à près de 105 000 euros après le décès d'un des trois co-gérants, que le résultat net comptable était passé de 164 374 euros à 375 euros, sans politique d'investissement corrélative et mettant fin à une justement politique habituelle de distribution d'importants dividendes qui s'élevaient à près de 165 000 euros. Ici, nous avons l'illustration d'un cas d'abus de majorité concernant la rémunération qui a été considérée comme excessive. C'est presque un cas d'école quand même, parce que d'un côté, on augmente considérablement la rémunération des dirigeants, d'un autre côté, contrairement à l'intérêt de la société, en faveur des majoritaires. D'un autre côté, quand même, on a une balance qui fait que nous avons la caractérisation de cet abus, ce qui n'est pas tout le temps le cas en pratique, parce que si autant nous pouvons avoir une augmentation de la rémunération, nous n'avons pas forcément une modification de la politique concernant la distribution de dividendes.
Alors, en ce qui concerne cette fois-ci le cas des rémunérations des sociétés cotées, rapidement, puisqu'il ne me reste plus que 10 minutes, mais on pourra en parler ultérieurement si vous le souhaitez, les textes, puisque c'est principalement le législateur qui intervient, les textes nous donnent des indications, mais selon moi, ce ne sont pas les seules indications. En tous les cas, au regard de la remise en cause de la décision, l'article L 225-37-2, grand 3 du Code de commerce, concernant l'irrespect du vote ex ante, nous enseigne que tout versement, attribution ou engagement effectué ou pris en méconnaissance des dispositions du présent article concernant la politique de rémunération est nul. Alors, on peut penser que c'est une nullité d'ordre public, comme l'indique, selon moi, à juste titre, Alain Couret, et que ce serait davantage un ordre public de protection permettant simplement aux personnes intéressées, sociétés ou actionnaires, d'agir. Qu'en est-il de la rémunération approuvée dans le cadre du vote ex post? Alors ici, c'est l'article 225-100, grand 2 et grand 3, qui nous donne des indications. Alors, on n'évoque pas la sanction de la nullité, mais on évoque une sanction qui est le défaut de versement, c'est-à-dire la suspension du versement, la suspension peut être provisoire, voire définitive, puisque en définitive, lorsque l'Assemblée n'approuve pas le projet de résolution, eh bien, la somme va être suspendue jusqu'à l'approbation de la politique révisée, et si finalement la politique révisée n'emporte pas la conviction de l'Assemblée générale, la somme suspendue ne peut pas être versée. Alors, il est vrai que ce n'est pas une nullité, mais c'est quand même une sanction du non-versement de la rémunération. Et en ce qui concerne les éléments variables ou exceptionnels seulement, lorsqu'on n'a pas d'approbation, je le disais tout à l'heure, la rémunération n'est pas versée. Là encore, à strictement parler, ce n'est pas une nullité, mais c'est quand même une certaine sanction qui est nouvelle depuis la loi Sapin 2. Alors, concernant les rémunérations différées des sociétés non cotées, alors ici, le risque de nullité existe sur différents fondements. Il peut exister, particulièrement en matière de sociétés anonymes, avec la procédure d'autorisation du conseil d'administration, dite procédure a priori. L'arrêt de la Chambre commerciale du 26 novembre 2013 en porte témoignage, puisque ici, la Cour de cassation a estimé que la stipulation d'une lettre d'engagement qui rend automatiquement débitrice la société en cas de cessation de ses fonctions de son directeur général, d'une indemnité assez substantielle, en l'occurrence, qui s'élevait à 1 année de rémunération, constitue une convention réglementaire ayant des conséquences dommageables pour la société et en conséquence, justement, la nullité, certes facultative, certes relative, a été prononcée. La fraude aussi, alors la fraude peut entraîner l'inopposabilité, mais en l'occurrence, dans l'arrêt du 5 janvier 2016, la fraude a été source de nullité d'un avenant, d'un contrat qui avait été passé au départ par un administrateur, par un salarié, qui ensuite a été désigné DG, puis administrateur. Et ici, on a pu obtenir la nullité de cet avenant qui contournait les règles de la procédure d'autorisation du conseil d'administration de la société anonyme. Et une autre source de nullité en ce qui concerne la rémunération différée, et tout particulièrement le parachute doré, le montant du parachute doré qui serait dissuasif dans le souhait de la société de se libérer de son dirigeant serait source de nullité du dit parachute doré, car contraire au principe d'ordre public de libre révocabilité par la société de son dirigeant. Alors, en ce qui concerne une autre source de nullité qui est assez intéressante et que l'on retrouve en matière de groupes de sociétés, c'est ce que l'on appelle les conventions de management ou management fees, comme le dit expressément
la Cour de cassation dans son arrêt du 5 juin 2019. Alors, je vais me limiter à cette décision pour ne pas trop empiéter sur les questions-réponses, pour vous dire que les conventions de management sont souvent passées dans les groupes de sociétés entre la société mère et la société filiale. Laquelle société filiale va facturer une prestation fournie par la société mère ayant pour objet la gestion de la filiale. C'est une convention qui est donc passée par la mère qui s'engage à effectuer des services, c'est-à-dire un mandat social, éventuellement un mandat d'assistance administrative, financière et commerciale, pour ce qui était le cas dans l'arrêt du 5 juin 2019. L'intérêt pour la société mère, c'est finalement de permettre à son dirigeant d'avoir une rémunération qui est distincte du mandat, puisque ça va être en définitive via la convention de prestation de services qu'il va obtenir rémunération, avec des avantages fiscaux, éventuellement, on pourra en reparler. Pour ce qui concerne la société bénéficiaire de la prestation, elle va facturer, ça va être soustrait à son revenu et qui va remonter à la société mère, qui finalement va en bénéficier. Alors, cette convention qui a été contestée sur le terrain du défaut de cause avant l'ordonnance du 10 février 2016 et défaut de contrepartie aujourd'hui, est valable, peut être valable sous certaines conditions. Et l'arrêt du 5 juin 2019 concernait une société mère qui avait le même dirigeant que la société fille. Et c'était donc un cas qui était quand même assez exposé à la remise en question. Nous avions donc un dirigeant commun à la société fille et à la société mère, la société mère ayant pour mission de s'occuper d'assistance administrative, financière et commerciale de la société fille qui contestait en fait l'existence de contrepartie parce qu'on avait un dirigeant commun, pour résumer. Et là, la Cour de cassation précise que, je dis, les prestations détaillées dans une convention de management fees qui génèrent le paiement de redevances au profit d'une société mère ne doivent pas, et c'est là la condition, faire double emploi avec celle que le dirigeant commun exerce du fait de son mandat social au sein de la société fille, à peine de nullité pour absence de cause avant l'ordonnance de 2016. Ici, eh bien, la société bénéficiaire a pour obligation de prouver qu'il n'y a pas de cause ou qu'il n'y a pas de contrepartie, ce que n'a pas pu produire la société bénéficiaire, si bien que la convention n'a pas pu être annulée. Maintenant, abordons quelques instants les risques de responsabilité qui peuvent frapper le dirigeant au regard de sa rémunération, un risque de responsabilité civile et un risque plus accru de responsabilité pénale. Un risque de responsabilité civile, pourquoi? Parce que, au regard de la jurisprudence, alors aussi bien ancienne que récente, on le voit, l'excès dans la rémunération, et surtout, même pas forcément de l'avoir décidé, mais l'excès dans une rémunération qu'on perçoit peut être constitutif d'une faute de gestion. Alors, éligible une action en responsabilité pour insuffisance d'actifs, comme c'était le cas dans l'arrêt du 3 décembre 2013, ou éligible d'une qualification de faute séparable, puisque l'on sait que, alors cet arrêt du 18 septembre 2019 nous indique à propos d'un abus de bien social qui peut être caractérisé par la rémunération excessive, que cette rémunération excessive constitutive d'un ABS, constitutive d'un délit et d'une faute pénale intentionnelle, est par essence détachable de ses fonctions, même si elle est commise à l'occasion de celle-ci, si bien qu'un tiers, on pourrait en discuter, pourrait venir demander réparation à un dirigeant parce qu'il aurait commis une faute séparable, en tout cas sur ce terrain-là. En ce qui concerne le demandeur à l'action, nous avons juste deux décisions qui témoignent et qui confortent d'autres plus anciennes, qui témoignent de l'approche assez restrictive de la Cour de cassation quant à l'action sociale ut singulier. Deux illustrations. Chambre commerciale 29 mars 2017, qui nous indique que lorsque l'associé souhaite agir contre un dirigeant de fait, à travers l'action sociale ut singulier,
il ne le peut pas. En revanche, pour éviter qu'il perde son droit à agir en justice, la Cour de cassation lui autorise une double alternative, soit il se retourne vers l'action sociale ut universi et ce sont les représentants légaux qui agiraient, ce qui est fort illusoire, soit il fait appel à la juridiction pour qu'il y ait la désignation d'un mandataire ad hoc qui agira lui-même s'il le décide opportun, s'il le décide contre le dirigeant. Action sociale ut singulier a été aussi fermée en matière de groupe de société dans l'arrêt de la Chambre commerciale du 13 mars 2019, puisqu'on a refusé à un associé, via l'action sociale ut singulier, d'agir à l'encontre d'un dirigeant d'une société, deux dirigeants de sociétés filiales. La seule possibilité, c'est d'agir à l'encontre d'un dirigeant de la société dont il est directement associé. C'est assez critiquable, notamment au regard d'une approche beaucoup plus extensive de l'expertise de gestion en matière de groupe. Là encore, nous pourrons en discuter également. Sur le terrain de la responsabilité pénale, la rémunération, qu'elle soit irrégulière parce que non conforme aux règles, par exemple, de la procédure des conventions réglementées, comme le précise l'arrêt de la Chambre criminelle le 25 septembre 2019, ou tout simplement parce que excessive peut constituer un abus de bien social. Et lorsque la société est en alors, abus de bien social et également abus de pouvoir, parce que dans la mesure où la société a une santé financière qui permet finalement d'absorber une rémunération importante, dans l'affaire Vinci, le chef utilisé dans le réquisitoire était d'abord un abus de bien social, puis on appelle, dans la mesure où il n'y avait pas véritablement appauvrissement de la société, le ministère public a changé de qualification pour se fonder sur l'abus de pouvoir qui a été retenu par la Chambre criminelle le 16 mai 2012 pour un dirigeant qui avait usé de son influence pour assurer le contrôle du comité qui avait voté le déplafonnement de sa rémunération. Lorsque la société est en difficulté financière, en revanche, le délit de banqueroute peut être caractérisé dès lors en principe que la rémunération excessive concerne la procédure est postérieure à l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Tel était le cas dans cette affaire en date du 18 mars 2020, puisqu'ici, nous avions une directrice générale d'une association qui est devenue un établissement d'hospitalisation à domicile, et la personne en question avait une rémunération très très importante, à peu près 3 fois plus que le standard, et qui a maintenu sa rémunération alors même qu'elle était informée par l'Agence régionale de santé de la nécessité de modifier substantiellement le niveau de sa rémunération. Et là, la Cour de cassation a particulièrement bien caractérisé les éléments constitutifs, matériels et intentionnels de l'infraction, puisque je vous lis pour conclure qu'il résulte que la prévenue, qui avait la direction effective de l'association et qui connaissait ces graves difficultés financières, s'est sciemment approprié une partie de l'actif de celle-ci, peu importante d'ailleurs, l'accord du conseil d'administration en continuant à se faire octroyer, après la cessation des paiements, une rémunération excessive. En définitive, et mes propos se termineront de la sorte, nous avons finalement une jurisprudence qui est assez précise concernant la rémunération des dirigeants, des textes qui sont aussi très précis, et quand ils ne le sont pas, la jurisprudence vient à notre aide pour savoir ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Mais je pense tout de même que toutes ces précisions textuelles et jurisprudentielles ne répondent pas à toutes nos questions et peut-être pas à toutes vos questions. Et je laisse donc ouverte la phase questions-réponses. Je vous remercie pour votre attention. Oui, merci Madame Grossi de cet exposé excessivement précis et concis. Et effectivement, un certain nombre de questions se posent. Et nous avons une
première question qui a été posée par le professeur Dominique Schmitt, président d'honneur de notre association, qui, reprenant ce que vous indiquiez en fin de vos propos, en savoir qu'une rémunération excessive ou plus généralement irrégulière pouvait entraîner un risque de responsabilité civile et ou pénale. Dans pareille hypothèse, effectivement, les dirigeants sociaux ou le dirigeant bénéficiaire est susceptible d'être sanctionné, mais qu'en serait-il des organes ayant participé à la mise en œuvre de cette rémunération, ayant voté cette rémunération qui serait alors contraire soit à la réglementation, soit au statut? Est-ce que le conseil d'administration, est-ce que les actionnaires seraient-ils susceptibles d'engager leur responsabilité dans une hypothèse de rémunération illicite? C'est une très belle question. Une très belle question. Alors, on a des éléments de réponse. Alors, bien évidemment, ça n'engage que moi. Au regard notamment de la jurisprudence à propos de la compétence des organes, en fait, du critère organique. Il est vrai qu'en principe, le critère organique qui est appliqué par la jurisprudence a pour conséquence que seul l'organe qui décide est compétent. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'augmenter le capital, d'opérer fusion, de prendre une décision qui relève de la compétence de l'Assemblée générale, et en principe, l'Assemblée générale, finalement, peut être responsable de la décision. Et à ce titre, peut-être que s'il y a abus dans la décision par les majoritaires, relever de l'abus de majorité avec une remise en question de l'acte et ou la responsabilité des majoritaires. Alors il est vrai, même si on a l'arrêt du 15 janvier 2020 qui reconnaît l'abus de majorité, il est vrai quand même que l'abus de majorité n'est pas systématiquement reconnu, car la Cour de cassation est très vigilante à caractériser les trois éléments constitutifs, ou à tout le moins les deux, c'est-à-dire la contrariété d'intérêt social et la rupture d'égalité entre les différents actionnaires. En revanche, j'ai en tête une autre jurisprudence qui, alors il est vrai, alors, par exemple, la constitution d'une société à capital modique fait application de ce fameux critère organique. Si c'est une constitution de société, ça relève du pouvoir des associés, donc ce n'est pas une faute de gestion. En revanche, on a des décisions qui vont retenir la responsabilité des dirigeants. Donc, ça me conduit à répondre à la question. Ça va être peut-être plus le conseil d'administration qui va être responsable dans ce domaine-là que l'Assemblée générale. On a quand même deux catégories, deux domaines qui permettent de considérer que ça va être le dirigeant, alors si c'est un organe directorial, le conseil d'administration, qui peut voir sa responsabilité engagée en ce domaine-là, alors même que la décision in fine ne relève pas de ses pouvoirs. Je songe à la distribution de dividendes. La distribution de dividendes relève de la compétence in fine des associés ou des actionnaires. Or, on a eu des arrêts qui ont condamné le président pour avoir proposé une distribution de dividendes qui s'est révélée être trop onéreuse par rapport à l'activité financière de la société. De la même manière, pour la détermination de la rémunération, on pourrait penser que le conseil d'administration ne serait responsable de l'irrespect des règles dans le cadre de la détermination de la rémunération, alors que, par principe, maintenant, c'est l'Assemblée générale qui se prononce ex ante et ex post. C'est pour moi, en définitive, le conseil d'administration qui pourrait être responsable d'avoir proposé une rémunération non conforme aux règles, puisqu'il lui incombe, depuis la loi Pacte d'ailleurs, qui a modifié le concernant le code de commerce, d'agir conformément à l'intérêt social. Voilà ma réponse. Est-ce que mon haut-parleur fonctionne? Est-ce qu'on m'a entendu? Oui, oui, tout à fait, Madame le professeur, vous avez tout à fait entendu. J'aurais souhaité vous relayer une question qui
est une question pratique assez courante, mais qui mérite, à mon avis, d'être à nouveau reprécisée, qui est celle du cumul du contrat de travail et des fonctions de dirigeant de façon générale en fonction de la forme sociétaire utilisée. D'accord. Donc, si je comprends bien, on me demande les conditions d'un cumul mandat social-contrat de travail selon la forme sociétaire. Alors, un petit peu comme on vient de le voir à propos des rémunérations des dirigeants de société, les règles diffèrent selon la forme sociétaire et sont beaucoup plus précises en ce qui concerne les sociétés anonymes qu'en ce qui concerne les autres sociétés. Alors, pour ce qui concerne les sociétés anonymes, on a des textes. Et puis, nous avons, pour les sociétés dites cotées, le code AFEP-MEDEF, en janvier 2020 revisité, qui va émettre des recommandations qui vont être suivies en général par les sociétés concernées et qui ne sont pas très favorables, les dites recommandations, à un cumul du mandat de dirigeant exécutif avec un contrat de travail. En ce qui concerne les sociétés anonymes, les règles sont assez précises et l'idée, c'est que en matière de société anonyme, le principe, c'est que l'administrateur ne peut recevoir les autres rémunérations que celles prévues par les textes, parmi lesquelles ne figure pas la rémunération attachée au contrat de travail. C'est un principe qui était ancien et qui a donné lieu quand même à une certaine évolution, puisque la loi Warsmann II du 22 mars 2012 est venue alléger cette interdiction en vertu de laquelle l'administrateur ne peut pas devenir salarié parce que les textes ne visaient pas le salaire dans les rémunérations de l'administrateur. Donc, depuis la loi Warsmann II, dans certaines sociétés, lorsque le bilan ne dépasse pas 43 millions d'euros, le chiffre d'affaires 50 millions d'euros de mémoire, et que les salariés ne dépassent pas 250, eh bien, il est tout à fait possible pour un administrateur de devenir salarié. Cependant, des conditions existent. C'est la règle du tiers. Pas plus du tiers des administrateurs ne peuvent cumuler leur mandat d'administrateur avec les salariés. Autre règle qui figure dans les textes, mais qui se retrouve dans toutes les sociétés que j'exposerai tout à l'heure, c'est que le cumul doit être effectif, c'est-à-dire qu'il doit véritablement exister un contrat de travail avec un lien de subordination, avec des fonctions techniques distinctes et éventuellement, pour corroborer le tout, avec une rémunération distincte. Ce qu'il faut savoir aussi, et j'en parlais tout à l'heure avec les conventions réglementées, c'est que comme il s'agit d'un administrateur qui devient salarié, la doctrine considère que c'est la procédure des conventions réglementées qui devrait également s'appliquer puisque c'est un dirigeant qui conclut un contrat, une convention avec la société. Alors, en revanche, lorsqu'il s'agit, et c'est, je pense, la plupart du temps le cas, d'un salarié qui devient administrateur, alors là, les textes sont beaucoup plus permissifs puisqu'ils indiquent que, et sans condition de durée, un salarié peut devenir administrateur, il n'y a pas de problème dans ce sens-là. Dès lors, bien évidemment, que l'on retrouve la condition propre à toutes les sociétés de l'effectivité du contrat de travail et cette règle dite du tiers que je viens d'évoquer. En ce qui concerne les SARL et les SAS, eh bien là, comme pour la détermination des rémunérations, nous n'avons pas de règles textuelles. En revanche, nous avons la jurisprudence qui s'est prononcée. L'idée, c'est toujours que ce cumul ne peut être possible que s'il est réel. Et ce cumul ne sera réel que s'il y a un véritable contrat de travail avec des tâches techniques distinctes de la mission managériale. Par exemple, une salariée qui devient présidente d'une SAS et qui reste vendeuse de la boutique, donc avec ces tâches techniques distinctes, ainsi que
un lien de subordination. Alors, ce lien de subordination, c'est finalement le pouvoir disciplinaire de l'employeur et donc de la société qui va pouvoir se manifester. Et ce qui conduit la jurisprudence à considérer que ce lien de subordination n'existe pas lorsqu'il y a une détention capitalistique majoritaire. En d'autres termes, on ne peut pas accumuler un contrat de travail avec un contrat de travail, je parle, avec un mandat social de gérant majoritaire, président majoritaire, parce qu'on a le pouvoir de décider. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a décidé la Cour de cassation dans un arrêt du 16 janvier 2019, Chambre sociale, qui considérait que l'associé unique d'une SARL ne pouvait pas être salarié dans la mesure où il avait le pouvoir de révoquer le dit gérant. C'est un élément important, la subordination à l'égard de la société, qui passe en principe par la détention capitalistique exclusive si elle est majoritaire de cette subordination et permissive si elle est minoritaire. Nous avons cependant un autre critère qui a été utilisé dans un arrêt qui concerne non plus la détention capitalistique majoritaire, qui n'a plus lieu d'être dans ce critère-là, qui est celui de la détention du monopole des connaissances techniques et qui conduit à considérer que si l'intéressé finalement réunit sur toute sa tête toutes les compétences, il a un pouvoir décisionnel et en conséquence de quoi nous n'avons pas de subordination. Un dernier élément, mais qui n'est pas une condition, mais qui est un indice, c'est la rémunération distincte. C'est-à-dire qu'il est possible que notre gérant ne soit pas rémunéré pour ses fonctions managériales et soit rémunéré par un salaire pour ses fonctions salariales. Alors, dans ce cadre-là, il est vrai qu'il va recevoir un bulletin de paie qui peut conduire à considérer qu'il y a une rémunération distincte de son mandat social et qui contribue donc à l'effectivité de son contrat de travail. Voilà un peu brosser les règles qui sont plutôt particulières et plutôt restrictives en matière de SA, et on peut le comprendre compte tenu de la hiérarchisation des pouvoirs dans la société et sa complexité a fortiori en matière de société cotée est beaucoup plus souple dans les autres formes sociétaires que sont la SARL et la SAS. Merci, Madame Grossi. Vous nous avez tout à l'heure, dans le cadre d'une actualité textuelle issue de la loi Pacte, présenté la nouvelle rédaction de l'article L631-11 du Code de commerce, qui désormais attribue la faculté à l'administrateur judiciaire, au mandataire judiciaire ou au ministère public de saisir le juge-commissaire s'il considère que la rémunération du dirigeant leur paraisse excessive. Est-ce que vous pensez que cette nouvelle façon de fonctionner dans le cadre d'un redressement judiciaire pourrait permettre à un dirigeant, quelque part, de se défaire d'une certaine responsabilité en touchant une rémunération excessive, alors responsabilité civile ou pénale dans l'hypothèse d'une banqueroute? Et pour compléter un petit peu cette question, parce que nous recevons beaucoup de questions actuellement, il s'agit d'essayer de les synthétiser autant que faire se peut, rajouter un élément intéressant d'interrogation de M. Bruchy, qui vous pose la question suivante, toujours dans le cadre d'une société en crise, mais peut-être hors procédure collective. Pourrait-on reprocher à un dirigeant de ne pas avoir suffisamment ou pas du tout baissé sa rémunération dans le cadre de la crise Covid-19? Et l'interrogation de M. Bruchy repose sur un élément textuel qui est l'article 1833 du Code civil dans sa nouvelle rédaction, dont je rappelle la rédaction en notre auditoire. La société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Je vous remercie, excusez-moi pour la longueur de la question. Alors, puis-je rebondir directement sur la question de M. Bruchy, puisque c'est la dernière qui a été évoquée, et puis je remonterai sur votre première question concernant les nouvelles règles de la loi Pacte. Qui concerne aussi l'article 1833 du Code civil.
Alors, en effet, je pense que la crise sanitaire, qui a pour conséquence la crise économique actuellement vécue par nos entreprises, va conduire ou devrait conduire les dirigeants à repenser leur rémunération. Alors, soit dans le cadre d'une proposition, soit dans le cadre de la décision elle-même, puisque, en effet, aujourd'hui, bon, c'était le cas avant, mais ça a été inscrit dans le marbre de la loi à travers l'article 1833 du Code civil, le dirigeant doit gérer la société dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux, environnementaux, alors surtout dans son intérêt social. Ça prime d'ailleurs, puisqu'il y a une virgule et pas une conjonction de coordination. Donc dans son intérêt social, il est bien évident que si la société est en difficulté financière compte tenu de la crise, ne pas diminuer la rémunération dès lors que ça porte atteinte quand même à la société, puisque d'après ce que j'ai compris, la question ne concernait pas la procédure collective, mais seulement la crise. Dans la mesure où on subit de plein fouet la crise et qu'on a des difficultés financières, même si on n'est pas encore en état de cessation des paiements, je pense que si la rémunération semble trop disproportionnée par rapport à la capacité financière frappée par la crise de la société, on pourrait reprocher aux dirigeants de ne pas avoir diminué ou voire proposé la diminution de sa rémunération. Me vient à l'idée une autre remarque, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des mesures favorables qui sont offertes aux entreprises, notamment les prêts garantis par l'État, qui, parfois, on l'évoquait, exigent dans leur contrat la non-distribution de dividendes. C'est une chose. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas penser que cette mesure de faveur ou ces mesures de faveur, notamment quant aux avantages fiscaux ou quant à ce prêt garanti par l'État, qui crée une illusion de bonne santé, à tout le moins de santé financière qui convient, est-ce que ces mesures favorables ne doivent pas conduire le dirigeant à être assez vigilant et, je dirais, par prévision, par précaution, même si aujourd'hui, de par ces prêts garantis par l'État, on n'a pas de difficultés financières, par anticipation, peut-être, on peut faire des efforts sur sa rémunération. Donc, pour répondre à cette question, je pense que même si la société n'est pas en procédure collective, la crise qui frappe donc la surface financière de la société, par principe, c'est la question, conduirait quand même le dirigeant à revoir une certaine proportionnalité de sa rémunération, dès lors, encore une fois, que cette crise a un impact sur la situation financière de la société. Alors, précisément, lorsque la société est en redressement judiciaire, c'est une très bonne question. En tout cas, je pense que ça peut être un argument pour les défenseurs des dirigeants qui seraient actionnés en responsabilité pour ne pas avoir diminué leur rémunération alors que la société est en redressement judiciaire. En effet, aujourd'hui, le principe, c'est le maintien de la rémunération du dirigeant, avec la possibilité demandée par l'administrateur, le mandataire ou le ministère public au juge commissaire de réviser, si besoin était, cette rémunération. Est-ce que l'inaction, finalement, d'un organe de la procédure n'exonère pas la responsabilité, le dirigeant de sa responsabilité? Alors, encore une fois, ça peut être un argument qui pourrait emporter la conviction de certains juges, parce qu'on pourrait considérer que c'est finalement, alors, peut-être une participation de la victime à son propre préjudice, peut-être, j'ouvre la question, participation de la victime à son propre préjudice. Qu'est-ce qu'on peut considérer que l'administrateur judiciaire et les débiteurs, et EST, le débiteur, donc la victime entre guillemets, est-ce que ça pourrait constituer un fait justificatif dans le cadre, comme vous l'avez évoqué,
d'un fait justificatif d'un délit tel que l'ABS ou la banqueroute. Alors, l'ABS, probablement pas, puisque par principe, si la rémunération en question est postérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ça sera davantage la qualification de banqueroute. Alors, on sait combien la jurisprudence est restrictive et peu ouverte aux faits justificatifs en matière de banqueroute. Elle ne l'a pas accueilli en 2000 pour l'intérêt du groupe. On peut penser qu'elle ne l'accueillera pas pour l'absence d'action de l'administrateur. On peut également, pour conforter cette absence d'allègement, voire d'exonération de la responsabilité du dirigeant en cas d'abstention de l'administrateur, de demander la diminution de sa rémunération. Déjà, un quitus des associés qui avalisent une gestion n'exonère pas de sa responsabilité le dirigeant. Une autorisation de conseil d'administration, finalement, n'exonère pas le dirigeant de sa responsabilité, on l'a vu en matière de banqueroute. Peut-être on peut faire une interprétation assimilée avec les règles sur le mandat ad hoc, puisque en principe, dans le mandat ad hoc, il n'y a pas d'état de cessation des paiements. Et pour autant, le tribunal pourra, a posteriori, considérer qu'il y a un report possible avant le mandat ad hoc de l'état de cessation des paiements. Donc, c'est un bel argument. Je pense qu'il peut être utilisé. Je ne suis pas convaincue qu'il emporte la conviction de tous les juges, à tout le moins. Merci, Madame le professeur. Je souhaiterais relayer une question d'un certain Philippe qui se reconnaîtra probablement, qui est une question tout à fait complexe, puisqu'elle vise la problématique des rémunérations déguisées, et notamment dans un montage LBO, lorsque les dirigeants souscrivent au capital et sont garantis d'une sortie bénéficiaire en plus-value par une promesse d'achat par un partenaire. Donc, sous-entendu, sous cette question, on peut penser qu'il n'y a pas de rémunération courante, ou alors, s'il y en a une, celle-ci vient se superposer. Et donc, quelle est la licéité de cette opération, doublée d'une deuxième question qui fait suite à la première, ce qui la complexifie davantage encore. Que dire de la situation de ce dit partenaire qui a promis la promesse d'achat, qui se fait parallèlement, lui, rémunérer par des frais de siège ou des facturations de prestations de services, lui permettant d'imputer une partie du financement qu'il va devoir supporter pour exécuter sa promesse à la société cible. Et comment faire sanctionner de tels agissements? Alors, si vous me permettez, est-ce qu'on pourrait répéter la question? Parce que, si j'ai bien compris, on est dans le cadre d'un process de LBO avec une société holding qui rachète une société cible, hein, parce que vous avez sous les yeux la question, je ne l'ai pas. La société, alors, c'est le dirigeant de quelle société? Alors, l'exemple qui est pris est celui effectivement de montage LBO, dans lequel un ou plusieurs dirigeants qui souscrivent au capital dans le cadre de ce montage bénéficient d'une clause de sortie bénéficiaire en plus-value par une promesse d'achat des actions qu'ils souscrivent eux-mêmes à l'instant, promesse souscrite par un tiers ou l'un des partenaires. Et donc, finalement, ça pose la question d'une rémunération plus ou moins déguisée, parce que est-ce qu'il y a une rémunération ordinaire et qui est complétée par cette sortie garantie en plus-value, ou est-ce que c'est peut-être même une rémunération totale qui est opérée sous cette forme, et avec les problématiques que ça pose, à mon avis, probablement sous l'angle notamment fiscal et social. Alors, il me semble que ce type de pratique peut être en effet considéré comme une rémunération déjà, hein,
une rémunération déguisée, en effet, parce que finalement, sur le terrain de la souscription des titres, il n'y a pas d'aléa en définitive, puisqu'il y a une promesse de rachat, plus-value garantie. Alors, est-ce que dans ce cadre-là, les règles relatives au contrôle doivent s'appliquer, puisque en effet, ça peut être considéré comme une rémunération déguisée, tout à fait, puisqu'il y a une certitude. Et outre cela, ça permet de rémunérer le souscripteur par ce biais-là, sans passer par une autre rémunération lambda, je dirais, du mandat social et échapper officiellement à d'autres réglementations. Donc, il me semble, en effet, que cette pratique pourrait être requalifiée de rémunération déguisée et donc être soumise. Par exemple, alors si le tiers en question qui fait la promesse est une société avec le même dirigeant, avec un dirigeant commun, on pourrait appliquer également la procédure des conventions réglementées, par exemple. Est-ce qu'en pratique, vous avez l'occasion de voir ce type de montage, pas de montage LBO, mais de ce type de rémunération? Maître Courtillet ou Sébastien ou Maître Brunet, est-ce qu'en pratique, vous avez l'occasion d'en voir? Personnellement, moi, je ne l'ai pas vu parce que là, effectivement, on élimine tout aléa dans la réalisation de la plus-value, ce qui est quand même le contraire d'une opération sur capital en principe. Mais c'est la question que je vous relais et qui nous était posée par donc, Philippe. Voilà. Oui, je pense en effet qu'on peut requalifier cette souscription de rémunération et donc la soumettre à toutes les règles selon la forme sociétaire. Alors, il s'agit souvent de sociétés holding en SAS, donc peut-être avec l'application des règles sur le contrôle de la rémunération en matière de SAS pour la société holding, par exemple. Et je pense qu'il nous faut regarder, je dirais, à grand regret, l'heure qui a passé, qui a tourné, et peut-être conclure à l'issue de cette intervention par quelques remerciements. D'abord, merci, Monsieur le Président, d'avoir si bien introduit la séance de ce jour et surtout et aussi merci à l'intervenante pour la clarté de sa passionnante intervention. Véritablement, nous n'avons pas vu le temps passer, ce qui fait que nous avons même débordé, alors de quelques secondes ou quelques minutes, l'heure que nous avions fixée. Merci à Sébastien et Benoît pour la qualité de l'organisation du débat. Vous avez parfaitement su relayer les questions posées pour certaines particulièrement techniques et je dirais même piégeuses. Et il ne faut pas l'oublier, merci à Guillaume Kaltenbach de la Société de droit pour moi de la qualité technique de cette intervention. Alors nous commençons à prendre l'habitude de ces interventions puisque c'est déjà notre 3e manifestation de cette nature, mais tout cela est dicté par les conditions dans lesquelles nous nous trouvons à l'heure actuelle et nous avons parallèlement le regret de ne pas nous retrouver dans la belle salle du tribunal de commerce de Paris pour nos conférence du lundi, de ne pas goûter à la convivialité du cocktail qui les accompagne habituellement, mais nous avons la satisfaction du grand nombre de participants et de la qualité de ces interventions. Alors, un mot pour nos prochaines manifestations. Notre colloque de Deauville qui avait été reporté au 23-24 octobre sur le thème de la concurrence dans tous ces États a dû être, en raison de la situation ambiante, reporté à nouveau.
à un meilleur avenir que nous avons situé au 25-26 juin 2021. Et puis, un mot de notre prochaine conférence qui sera la dernière de 2020 et qui sera consacrée à une intervention du professeur René Mortier de l'Université Rennes 1 consacrée au thème de la société à mission. Vous savez tous que la société à mission a été insérée dans le Code civil et le Code de commerce par la loi Pacte et donc qui permettent maintenant d'intégrer dans les statuts des sociétés la prise en compte des impacts sociaux, sociétaux ou environnementaux des activités des sociétés dans le but de concilier recherche d'une performance économique avec contribution à l'intérêt général. Je ne vais pas entrer dans ou dévoiler ce qui vous sera dit le 7 décembre, mais ce que je viens de dire pose toute une série de questions. Qu'est-ce que la société à mission ? Quel est l'intérêt d'insérer dans les statuts une raison d'être, pour reprendre les termes de l'article 1835 du Code civil? Qu'est-ce que cette raison d'être? Quels sont les objectifs sociaux visés? Quels sont les principes auxquels il est fait référence? Quelles modalités techniques pour revendiquer le statut de la société à mission? Et puis aussi, quel contrôle de la véracité de ces affirmations et de l'effectivité de la revendication, puisque tout cela est soumis à contrôle. Alors, on cite habituellement comme avantage de la société à mission ceux de donner du sens aux activités de l'entreprise en fédérant les équipes autour d'une ambition commune, d'améliorer l'image de marque de l'entreprise, de collaborer avec une pluralité d'acteurs dans le domaine de la mission que l'entreprise s'est fixée, d'améliorer la performance économique de l'entreprise grâce à l'innovation, de se protéger contre les rachats hostiles, d'améliorer la marque employeur de telle sorte que de nombreuses importantes sociétés se sont placées sous cette qualification, pour ne pas les citer, la Maïf, la Camif, la SNCF, le groupe Rocher, etc. Alors, donc, si toutes ces questions vous intéressent, un seul mot, inscrivez-vous pour notre prochaine conférence dès que le lien vous en sera donné, c'est-à-dire dans un futur tout à fait proche. Et puis d'autre part, je termine toujours par ce mot de la fin. Si l'activité de notre association vous intéresse, si nos séances vous plaisent, alors sollicitez votre adhésion en consultant les modalités d'adhésion sur le site de notre association. Et donc, le dernier mot, merci à tous de votre nombreuse participation fidèle jusqu'à la fin à cette séance de ce jour. Merci à tous et à bientôt.